Amis réfractaires, ça va? Ceci est la 5e et dernière vidéo de notre série sur Julian Assange. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur le procès de Julian Assange, sur les moyens de pression que nous avons et sur ce qu'il nous reste à faire pour essayer d'arranger les choses. Et si je ne réponds pas à toutes vos questions, eh ben c'est pas très grave parce que demain à 20 h, on sera en live sur Discord et YouTube avec Victor Dédage pour parler ensemble de Wikileaks, d'Assange, des médias pour creuser à fond cette histoire et clôturer comme il se doit cette belle semaine improvisée sur notre journaliste australien. Le 4 janvier, le jugement sera donc prononcé sur Julian Assange. Mais ça sous-entend du coup que le procès a déjà plus ou moins démarré avant, et du coup on va s'intéresser un petit peu à ça. Notamment parce qu'il y a pas mal de choses qui sont bizarres. Du style, les charges qui sont retenues contre Julian Assange par l'administration américaine ont changé à la dernière minute, et les témoins qui s'étaient préparés à répondre à certaines accusations, ils se sont retrouvés avec un document de 300 pages le matin, sachant qu'ils devaient témoigner l'après-midi. Du coup, ils essayent de trouver des petits moyens pour essayer de déstabiliser au maximum la défense de Julian Assange. Ça et le fait que les avocats de Julian Assange avaient beaucoup moins de temps pour interroger les différents témoins qu'en avait le procureur états-unien pour interroger ces mêmes témoins. Bon, on va pas faire toute l'histoire du procès parce que t'as pas mal de trucs et on y reviendra très probablement demain avec Victor Dédage. Mais t'as un truc qui est hyper intéressant, c'est le fait que le gros argumentaire qu'a l'administration états-unienne contre Julian Assange, c'est le fait que les révélations qui sont liées aux 250 000 câbles diplomatiques qui ont été publiés fin 2010, début 2011, ils auraient mis en danger des personnes. Bon, déjà, il y a une situation assez cocasse ici, puisque l'administration qui a tué des centaines de milliers de personnes en Irak et en Afghanistan, qui a torturé des gens sans procès et qui a menti à la planète entière en essayant de couvrir au maximum les bavures, cette même administration-là reproche à Julian Assange d'avoir mis en danger des vies, alors que ce gars-là, en faisant ces révélations-là, il en a probablement sauvé un bon paquet. Tout simplement parce que les États-Unis avaient perdu tellement de crédit au niveau diplomatique que ça les a probablement empêchés d'aller faire d'autres guerres ailleurs. Donc bref, c'est très ironique et c'est vraiment du foutage de gueule et là, c'est là où tu te rends compte de la dimension ultra politique du procès en fait qui est pas du tout judiciaire. Mais bref, passons. Il y a un autre truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il reproche un truc très factuel à Julian Assange, c'est d'avoir publié une information qui pourrait, c'est vrai, mettre en danger des gens. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que cette information-là n'a pas du tout été publiée par Wikileaks. Ça a été publié par The Guardian, malgré le fait que Wikileaks avait averti qu'il ne fallait pas publier ce truc-là. Donc en gros, The Guardian, ils ont totalement sapé le contrat qui est lié avec Wikileaks, le contrat de diffusion. Et surtout, l'administration américaine est incapable de dire un seul cas précis, une seule personne qui aura pu être mise en danger par ces révélations-là. Donc tu peux dire, oui, ça peut mettre en danger des gens, mais est-ce que factuellement ça a mis en danger des gens? L'administration états-unienne est incapable de le dire. On reproche donc à Julian Assange une chose qu'il n'a pas faite, ce qui est déjà un peu dommage, mais surtout une chose qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a mis en danger aucune personne. Et pour ça, il est emprisonné depuis plusieurs mois dans la pire prison anglaise, et il risque jusqu'à 175 ans de prison. Voilà. Surtout que très récemment, un enregistrement prouve que Assange avait directement prévenu le gouvernement américain des fuites potentiellement dangereuses qui pouvaient avoir lieu. Et quand ton seul argument tiré par les cheveux vole en éclats, c'est qu'il reste pas grand-chose de ton procès. C'est donc dans ces conditions qu'Assange est jugé en ce moment et avec lui, la valeur juridique ou la valeur réelle de l'externalisation des lois américaines partout dans le monde et notamment sur les journalistes d'investigation. Voilà, après ça, on va savoir si oui ou non les États-Unis peuvent appliquer leurs lois sur tous les journalistes du monde entier et peuvent enfermer tous les journalistes qu'ils souhaitent. Vivement quand même qu'on donne un bon coup de balai à tout ça parce que c'est franchement n'importe quoi. Bon bref, si on considère ce procès comme bidon, et au vu de tout ce qu'on a vu ensemble, ça sort pas de nulle part cette accusation. Donc si on considère ce procès comme bidon, tu as 3 scénarios qui pourraient éviter l'extradition immédiate de Julian Assange aux États-Unis. Alors le premier, c'est Donald Trump. Ouais, on en est au point où il faut compter sur Donald Trump, ouais. Trump, donc, qui a perdu la quasi-totalité de tous les procès qu'il avait tentés pour recompter les voix. Il va donc devoir céder sa place à Biden fin janvier et il n'a donc plus grand-chose à perdre. L'objectif, c'est donc de le convaincre de gracier Assange. Non pas forcément sur la pertinence politique et humaniste de machin de trucs, parce que s'il ne l'a pas fait en 4 ans, je vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Mais juste parce que ça représente pour lui sa dernière possibilité de faire un bras d'honneur au camp démocrate.
Ouais, parce qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si Trump était le centième de l'homme anti-système que certains présentent par commentaire, eh ben il n'aura pas laissé Assange pourrir en prison pendant ses 4 années de mandat, et surtout, il n'aura pas laissé Assange être dans une prison anglaise en isolement comme ça pendant des semaines. Et tout ça, ça fait pas du tout partie d'un plan qui va s'exécuter à la dernière minute, enfin bref... ça fait 4 ans que c'est censé se faire, ce plan-là, il est toujours pas là, c'est bizarre. Mais enfin, il y a 2 bonnes raisons pour penser que ce plan-là ne se fera probablement pas. C'est déjà, là on perd quand même du temps précieux parce que Assange devient à moitié taré, donc s'il avait vraiment des volontés humanistes, Trump, par rapport à ça, il l'aura sorti dès qu'il pouvait de cette merde-là. Mais surtout, plus le temps passe, plus le pouvoir de Trump dans cette histoire, il s'amenuise. Tout simplement parce qu'il ne suffit pas juste au président de dire ce gars-là est sauvé pour que ce gars-là soit sauvé. Parce qu'il faut le sortir de la prison, il faut le sortir d'Angleterre, il faut le foutre dans un pays sécurisé, et ça va prendre beaucoup de temps, mais vraiment. Surtout qu'en face, ils vont pouvoir enchaîner énormément de procédures, de trucs comme ça pour ralentir au maximum. Et là, il reste 30 jours. Avec les fêtes et tout ça, il reste 20 jours pour essayer de sortir Assange de là. Enfin, c'est mission impossible, quoi. Ça aurait été beaucoup plus simple de faire ça il y a 4 ans. C'est juste que Trump, très concrètement, réellement, je veux dire, dans les actes concrets, pas dans les discours, mais dans les actes, il n'a jamais contraint aux intérêts profonds des États-Unis, et que sur Assange, comme sur plein d'autres sujets, il ne fait que suivre sa ligne. Une ligne qui consiste à balancer des rumeurs comme quoi il va gracier Assange. Et ça, via l'intermédiaire d'un pasteur qu'il a tweeté il y a quelques jours. Forcément, quelques minutes après sa publication, la rumeur a pris, tout le monde y croyait, sauf que le même gars, quelques heures plus tard, a avoué que c'était totalement bidon, mais évidemment, il n'a pas retiré son premier tweet. Ce qui fait que le premier tweet qui annonçait le fait que Trump allait gracier Assange a largement, évidemment, été plus partagé que le second qui a été son démenti. Ce qui fait que tu retrouves des personnes, même en commentaire de cette vidéo, qui sont persuadées que Trump a annoncé le fait qu'il allait gracier Assange, alors que pas du tout. Et là, c'est ce qu'on a vu pendant 4 ans avec Trump, quoi. C'est des annonces et des rumeurs qui se font comme ça dans des petits réseaux, mais au final, rien de concret. Bon, c'est vrai, la technique du bras d'honneur, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, de plus élégant. Mais tout de même, ça reste une de nos armes. Si Trump n'a pas démontré sa volonté anti-système pendant tout son mandat, il peut quand même mettre un petit peu le bordel dans cette histoire et permettre notamment aux avocats d'Assange d'utiliser au mieux ce bazar pour retarder l'extradition ou même, pourquoi pas, sortir Julian de prison. Parce qu'au moment de la prononciation des peines, tu vas avoir un jet qui va être spécialement dédié à Julian Assange et qui va tourner. Et au moment où la peine sera prononcée, ils vont envoyer Julian Assange dans ce jet-là. Il va arriver aux États-Unis, en Virginie, où il sera jugé par des personnes qui sont proches de la CIA et qui sont faits pour ça, un grand jury qui est fait pour ça, pour condamner des personnes comme ça. Il va se retrouver dans un cas juridique très particulier où il va être enfermé sans que personne ne puisse légalement témoigner de ce qu'il voit là-bas. C'est-à-dire que même les avocats qui vont aller voir Assange dans sa prison, ils ne vont pas pouvoir dire publiquement ce qu'ils ont vu dans cette prison-là. Ça, Victor Dédage, il en parle pas mal dans ses interviews, je te mets des liens en description et on en parlera demain avec lui. Mais en gros, au moment où Julian Assange va perdre ce procès-là, s'il le perd, ce sera fini. Donc, le temps est passé d'essayer de trouver des solutions qui sont sexy, machin, tout ça. Là, ce qu'il faut, c'est impérativement sauver Assange de ce guet-apens. Bon, ça, c'est la première solution qui est basée sur Trump. Et la seconde, je ne sais pas si elle est pire ou pas que l'autre, mais elle est essentiellement basée sur Dupond-Moretti. Dupond-Moretti est un avocat qui a notamment défendu l'un des dossiers liés à Assange, qui consistait à rédiger une demande d'asile politique en France pour le journaliste. Et derrière tout ça, t'as quand même pas mal de strates, parce que Dupond-Moretti, avec son passé là, c'est probablement une des personnes, si ce n'est la personne la plus compétente pour formuler une demande d'asile politique pour Julian Assange. Cette demande, il doit la faire au président de la République, et si le président de la République offre un asile politique à Julian Assange, automatiquement, la Grande-Bretagne sera obligée de le considérer comme tel. Et ça parce qu'ils sont encore dans les accords de Dublin, vu qu'ils ne sont pas encore officiellement sortis de l'Union européenne. Et ça, mine de rien, ça change totalement la donne. Et c'est pas totalement idiot comme truc parce que Assange, en fait, il a un enfant de 10 ans en France et l'histoire de Wikileaks est intimement liée à la France. Et d'ailleurs, tu as un petit délire aussi français qui est d'offrir l'asile politique quand c'est nécessaire. Et puis, c'est quand même Wikileaks qui a montré le danger diplomatique que pouvaient représenter les États-Unis contre les intérêts français notamment. Et plus encore, c'est ce même site qui a révélé l'espionnage du gouvernement et des entreprises françaises par le gouvernement états-unien. Donc que ce soit comme récompense à service rendu ou alors dans cette perspective d'essayer de pacifier un peu les rapports internationaux grâce à la transparence, la France a tout intérêt à accorder l'asile politique à Julian Assange. Et Dupond-Moretti, il peut porter ce message-là de manière un peu spectaculaire, médiatique comme il sait le faire, tu sais, mais ça reste quand même un bon atout. Sauf qu'il y a un problème.
il y a un problème. Non, parce que vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Hein. À un moment, on le voyait plus, et là, bam, comme par hasard, il y a un sosie qui apparaît, et comme par magie, il devient ministre de la Justice. Et hop, on oublie Assange, on oublie les grandes réformes de la justice, et on passe dans tous les médias pour soutenir un président autoritaire et un gouvernement qui organise et le désordre et l'inégalité. Non, parce qu'il voudrait nous faire croire que la même personne qui défendait Assange il y a quelques mois, et là, maintenant, il défend Macron. Non mais attends, et tu changes pas d'avis comme ça si rapidement, je veux dire, il y a forcément un truc derrière ça, il y a forcément quelque chose qu'on nous cache, et franchement, je suis à deux doigts. Ou alors, c'est la même personne, mais qui a pas beaucoup de principes moraux et éthiques, et du coup... Ouais, c'est peut-être ça, plutôt qu'un extraterrestre ou un sosie. Hein. Malgré tout ça, en dehors de la blague, ça reste une vraie opportunité. Parce que pour faire pression, il faut être légitime. Et là, on est deux fois légitime. Hein. Déjà parce que l'histoire en elle-même d'Assange, elle l'est, mais aussi par le passé de notre ministre de la Justice. Il faut jouer sur l'honneur, sur le sens de la parole, sur la dignité de la Macronie et de nos ministres. Ouais, non, laisse tomber, c'est cramé, quoi. C'est impossible ce que tu dis là. Et je vois mal Macron tenir une position diplomatique aussi conflictuelle avec les États-Unis. Enfin, il n'y a rien qui prouve dans son histoire, dans ses faits, dans ses gestes, qui va contraindre à ce point les États-Unis. Enfin, c'est mort, quoi. C'est mort. C'est mort, mais en même temps, on peut quand même faire pression parce qu'on a beaucoup à gagner à le faire. Parce que l'asile politique en France pour Assange est une évidence qui ne s'exprime tout simplement pas. Le mettre sur la place publique à travers des pétitions, des conversations et des événements, c'est rendre possible ce qu'on n'imagine tout simplement pas aujourd'hui. Au cas où, on sait jamais, on se tromperait sur les perspectives, mais ça nous permet surtout, nous, de nous protéger des conséquences sur le journalisme en France d'une telle affaire, en développant notamment une critique populaire de l'exterritorialité états-unienne qui pourra aboutir dans les prochaines années à des mesures concrètes. Et si, ne serait-ce que pour l'honneur de tout ce qui s'est passé dans cette affaire, on pourrait vraiment foutre la honte à ce gouvernement, je veux dire, si on pouvait vraiment démontrer leur malversation, leur manque de dignité, leur lâcheté, franchement, c'est quand même toujours ça de prix. Mais je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait 3 solutions. Donc la première, c'est Trump. La seconde, c'est Dupond-Moretti et Emmanuel Macron. Et la troisième, c'est de foutre la pression suffisamment pour essayer de retarder le procès, ce qui est déjà beaucoup plus probable. Et du coup, ça nous donnerait le temps de mieux nous organiser. Pour ça, comme je le dis, il faut mettre la pression. Et là-dessus, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Il y a pas mal de personnes qui bossent sur le sujet, et notamment la Fédération internationale des journalistes qui rassemble 650 000 membres. Les principaux syndicats de journalistes français, Amnesty International qui a lancé une pétition sur le sujet, des prix Nobel qui demandent sa libération, Reporters sans frontières, mais aussi des chefs d'État et des députés dans le monde entier recensés par le Grand Soir. Tu as des députés anglais qui demandent à le rencontrer, un syndicat anglais du journalisme qui est en passant l'un des plus gros du monde qui soutient Assange, mais aussi John Kiriakou qui est un ancien membre de la CIA qui dénonce aujourd'hui les tortures à Guantanamo, pareil pour Ray McGovern ou pour Bill Bonnet qui est lui un ancien de la NSA. La ville de Genève soutient même l'attribution d'un visa humanitaire à Assange, quand la ville de Melbourne, elle, vote l'unanimité pour demander la libération du journaliste. En France, tu as des associations comme Robin des Lois qui bossent pour obtenir l'asile politique à Assange, ou encore une antenne nationale de Freedom for Information Act qui tente des procédures judiciaires face aux aberrations de cette affaire. Des demandes souvent sans réponse, ce qui est en passant illégal. Tu as aussi des députés comme Lassalle, Dupont-Aignan, Mélenchon ou Roussel qui apportent leur soutien à Assange. Il y a d'ailleurs le site journalistepourlapaix.fr au singulier qui résume bien l'affaire, et si toi tu veux militer pour Assange, je te mets en description quelques trucs du style contacter son député ou signer des pétitions. Ce qui montre 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a des gens qui s'organisent pour mettre la pression, et la deuxième, c'est que personne ne connaît la fin de cette histoire. Parce qu'en vrai, c'est facile de faire semblant d'affirmer des trucs, tu vois, ça fait genre on a confiance en soi, ça fait genre on connaît l'avenir, tu sais, parce qu'on a lu plein de bouquins. Mais en vrai, personne ne sait ce qui va se passer. Et vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, il faut tout tenter pour que ce soit le meilleur qui arrive. Et d'ailleurs, en passant, c'est un peu une analyse mis en brique là-dedans, mais t'as pas mal de personnes qui se rendent compte de la stratégie Wikileaks et de la pertinence de leur stratégie. Parce que, en fait, Wikileaks, ça permet, comme on l'a vu, à plein de lanceurs d'alerte de balancer des documents tout en restant anonymes. Ça veut dire que, indépendamment des lois de n'importe quel pays, des lanceurs d'alerte vont pouvoir faire leur taf. Et ça, c'est quand même un pied de nez énorme à tous les industriels, à tous les corrompus du monde entier qui veulent essayer de retarder les débats parlementaires et qui vont essayer de les corrompre. Avec Wikileaks, tu as une transparence qui est mise partout dans le monde et ça passe par-dessus les lois, ça passe par-dessus les étapes parce que techniquement, c'est abouti. Et ça,
Bah ça c'est ouf. Bref, on sait pourquoi on se bat et le mouvement social ne va pas s'arrêter qu'importe l'issue du procès. Et il est toujours bon d'alimenter ce mouvement social même si les effets à court terme sont invisibles ou ressemblent à une défaite comme c'est le cas avec Assange. Mais encore une fois, rien ne nous dit qu'il est trop tard pour Assange. Déjà parce qu'on sait qu'une partie minuscule de cette affaire, que les arguments du procureur états-unien ont volé en éclats il y a quelques jours, et surtout que il y a pas mal de choses inconnues qui se trament loin de nos regards. Mais même si on admet qu'il est trop tard pour Assange, on peut lui rendre une dernière apothéose. S'ils veulent enfermer Assange pour toujours, nous propagerons partout son histoire. Et qu'on perde ou pas ce procès, il y a une responsabilité qui est la nôtre et qui restera la nôtre quoi qu'il arrive, c'est de ne pas oublier cette histoire. Et ce que vous venez de voir, c'était la modeste contribution du Canard réfractaire là-dedans. Un truc qui est imparfait, qui est à compléter, qui est à critiquer, mais qui a été réalisé en 6 jours top chrono, que ce soit l'écriture, le montage, la réalisation, tout ça. Du coup, c'est pas trop mal, mais si tu veux vraiment, je pense, avoir quelque chose de complet là-dessus, avoir une bonne analyse politique, rassembler tous les faits, les mettre en nuance et tout ça, il faut s'accorder plus de temps et surtout un format qui est beaucoup plus long, tu vois, genre 1h30, 2 heures, voilà quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais t'as un truc de prévu toi en janvier? Et un merci particulier déjà à Victor Dédage, parce que c'est l'un des rares spécialistes sur la question, c'est quelqu'un qui a osé s'exposer pour vulgariser les faits, et qui s'est mis à disposition du Canard là pour relire les textes, pour l'amender, tout ça. Et aussi parce qu'il va participer au live de demain à 20h sur YouTube et Discord, et du coup on va pouvoir compléter comme il se doit toute cette série de vidéos avec des questions bien particulières et essayer de développer un petit peu le sujet. Parce que je le redis vraiment, les vidéos que vous venez de voir, c'est une introduction. Il y a des choses qui sont probablement fausses, t'as plein de subtilités à avoir, t'as plein de petites histoires qui se passent en coulisses, et du coup, si tu veux vraiment te saisir du sujet, il faut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment qu'une introduction imparfaite. Merci en tout cas à ceux qui portent le combat de la libération de Julian Assange depuis quasiment plus de 10 ans, et merci à nous qui portons le combat aujourd'hui, même si là, c'est un peu tard, c'est un peu le gros regret, mais en tout cas, on va essayer de faire ce qu'on peut, quoi. On va essayer de faire ce qu'on peut. Parce qu'il n'y a que ça qu'à faire, de toute façon. On n'oublie pas, on va de l'avant. Sur ce, des bisous, puis à la prochaine.